Dans cette vidéo, on va répondre à la question: faut-il avoir peur de la récession? On a d'un côté l'inflation qui explose, de l'autre il y a une guerre qui est en cours, on sort tout juste d'une pandémie dont on ne sait même pas trop si elle est vraiment terminée ou pas, et on a des montagnes de dettes derrière chacun de nos États. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette récession? Qu'est-ce que c'est qu'une récession? Et comment est-ce qu'on sait si on est en récession? On va répondre à ces questions-là et on terminera par qu'est-ce que vous devez faire pour sortir gagnant. C'est parti. La première chose qu'il faut comprendre au sujet de ce qu'on appelle la récession, c'est que c'est un phénomène que l'on découvre tardivement. En général, c'est pas le lundi matin, on vous décrète que vous êtes en récession et les choses démarrent. Non, en général, la récession est déjà là et bien établie lorsque le monde, le public en a conscience. Sur 2008, par exemple, d'après Wikipédia, on voit qu'aux États-Unis, en décembre 2007, la récession a réellement démarré, mais qu'elle n'a été officialisée que bien plus tard. Par exemple, en France, on s'en est rendu compte en janvier 2009, soit plus d'un an plus tard. Alors pourquoi? Il y a un phénomène très simple qui explique cela, c'est que la définition même de la récession, d'après l'INSEE, c'est une période de recul temporaire de l'activité économique, le plus souvent lorsque le PIB recule au moins 2 trimestres consécutifs. Donc vous comprenez aisément qu'il faut déjà 6 mois pour acter d'un point de vue administratif que l'on est en récession. Donc le temps qu'on se rende compte que ça démarre, on est minimum 6 mois à 1 an plus tard. Donc les dégâts sont là et lorsqu'on se rend compte qu'on est en récession, c'est généralement trop tard. Trop tard pourquoi? Trop tard pour réorganiser votre patrimoine, pour réorienter tout ce que vous pourriez faire pour vous protéger et voire en profiter. Alors, il y a des indicateurs qui permettent de pointer de la récession un petit peu avant qu'elle arrive, un petit peu avant qu'elle soit actée de manière officielle, et on va voir ça juste après. On peut d'ailleurs voir sur Google Trends que le mot récession est extrêmement recherché depuis le mois de mars, bien plus que durant toute l'année 2021. Alors l'un des premiers phénomènes qui met la pression sur l'économie, c'est l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup trop haute, elle est au-delà de ce qu'elle devrait être normalement. Elle est annoncée à 3,6%, donc bien plus haut qu'en 2008. Alors qu'en 2008, il y avait la crise des subprimes qui est la dernière crise majeure, en tout cas qui n'a pas été provoquée par des décisions politiques. Le truc, c'est que ce chiffre-là, vous comprenez bien qu'il est sous-estimé, il est largement sous-estimé. En réalité, l'inflation est à au moins 10%, voire plus. Il suffit de prendre réellement en compte les dépenses que vous avez. Alors, le carburant, le logement qui a explosé, l'alimentation qui a explosé dans certains cas, et vous vous rendez bien compte que l'inflation n'est pas de 3,6%, mais bien plus sur vos finances. Le problème de cela, quel est-il? Parce que l'inflation en tant que telle, c'est un phénomène économique. Le problème de l'inflation est très simple, c'est que la part des dépenses dites contraintes augmente. Donc, votre budget carburant, votre budget logement, votre budget déplacement, votre budget alimentaire augmente, ce qui fait que vous avez moins d'argent pour les dépenses dites volontaires, les dépenses dites de loisirs. Et donc, au global, on a cette contrainte qui va s'appliquer sur la plupart des ménages. Alors là aussi, Google Trends nous montre que le terme de inflation était quasiment pas recherché jusqu'en novembre 2021 et depuis, il est monté très haut, mais il tend à se normaliser. Donc peut-être que la plupart des gens ne sont pas extrêmement préoccupés par l'inflation. Alors je ne peux pas vous parler d'inflation, déflation et même de stagflation sans parler du cycle de Kondratiev. Donc c'est un économiste qui a mis au point cette théorie qui consiste à dire qu'en fait il y a des cycles économiques. Alors jusque-là il n'a rien inventé bien entendu, mais il a mis dessus les investissements qui étaient adaptés selon le cycle dans lequel nous étions et les caractéristiques des différentes phases dans lesquelles nous étions. Alors, sans rentrer dans les détails de ce modèle, ce que vous devez retenir, c'est que le cycle de Kondratiev explique tout simplement que l'économie est cyclique. Et finalement, c'est ce qu'on observe bien entendu dans nos économies, dans le sens où il y a des phases d'expansion, il y a des phases dites de transition et il y a des phases dites de récession. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la récession n'est pas quelque chose d'exceptionnel,
c'est quelque chose même d'assez régulier. Là où Google Trends nous indique le terme le plus recherché, et là la différence est frappante, c'est sur le mot stagflation. Regardez sur Google Trends le pic de ce mot qui n'était pas du tout recherché avant le mois de février et qui a littéralement explosé. Les recherches ont été multipliées par 4 ou 5. Alors la stagflation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la conjoncture d'une activité économique faible et d'une inflation, d'une hausse des prix, ce qui semble correspondre à la situation que nous vivons, avec une inflation qui est bel et bien là comme on le voit, et une faiblesse de l'activité économique liée à tout ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe aussi depuis 2 ans. Et donc cette conjoncture ferait que nous serions plutôt dans un phénomène de type stagflation. Mais revenons sur les précédentes récessions qu'a traversé la France et une information qui va peut-être vous choquer si vous n'aviez jamais pris conscience de cela. Dans cet article, on voit que les dernières récessions en France datent de 1974, et donc il y a un petit choc à ce moment-là, 93 et 2008. Donc on a eu, en fait, chaque décennie a eu sa récession, et on a eu dans les années 2010 à 2020 finalement une période qui était relativement et peut-être de manière exceptionnelle stable, liée aux décisions notamment monétaires qui ont complètement modifié le système économique avec l'impression massive de monnaie. On voit aussi que évidemment les plus grandes récessions ont eu lieu pendant les guerres mondiales. Alors je ne parle pas de la guerre qui a lieu actuellement, qui n'est pas mondiale et qui ne nous concerne pas en réalité, mais malgré tout on va être indirectement touché de par les décisions que nous avons prises. Dans cet article de Contrepoint, on lit un point de vue qui est particulièrement intéressant, qui dit que tout simplement, depuis 2002, la France est en situation de récession organique. Tout simplement parce qu'en fait, la faible croissance que nous avons pu avoir ces 20 dernières années n'a été obtenue qu'à coup de déficit public important, plus important que l'augmentation de la valeur ajoutée. Ce qui fait que si vous avez aujourd'hui moins de mon âge, eh bien, vous n'avez probablement jamais connu une période de développement économique en France. Toujours dans ce même article, on y lit que l'année 1974, donc ça ne date pas d'hier, c'est la dernière année où la France a enregistré un excédent budgétaire. C'était donc il y a 47 ans. Donc finalement, la récession pour les Français et la France, c'est pas quelque chose d'inattendu, d'inhabituel ou même de nouveau. Alors évidemment, pendant une récession, l'activité économique n'est pas du tout la même que d'habitude, mais pour autant, tout le monde ne se retrouve pas à la rue, c'est pas l'anarchie et c'est pas non plus l'augmentation incontrôlée de tous les prix. Il faut bien comprendre que finalement, en France, on vit dans une activité économique qui ne se développe quasiment pas depuis 20 ans et qu'au final, on arrive très bien à vivre comme ça. Il y a notamment le lien entre l'économie et l'énergie qui est vraiment quelque chose de critique. On peut notamment citer Jean-Marc Jancovici qui a attiré l'attention des gouvernants et du public sur cette question-là et qui tout simplement a résumé le fait que les points de PIB c'était tout simplement, on pouvait faire une corrélation très forte avec l'énergie que l'on dépense. Donc si on ne peut pas dépenser d'énergie, on ne peut pas développer une économie. Ce qui fait que la question climatique, le fait que par exemple en ce moment on ait des ressources un peu plus limitées à cause de la situation en Russie, le fait qu'on ait des doutes sur nos approvisionnements, etc., va forcément contraindre le développement de l'économie. Et le truc, c'est que au-delà de la situation présente, c'est quelque chose auquel on se prépare depuis finalement 10 ou 20 ans et pour l'instant on n'a pas vraiment de solution pour développer de l'énergie gratuite voire pas chère pour venir remplacer les consommations d'énergie fossile. Donc ça mènera peut-être à une économie ou un système économique qui sera peut-être stagnant de manière permanente. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que tout le monde, la société, nous adapterons avec ces nouvelles conditions si jamais elles ne changent pas d'ici là. Alors malgré tout, si on regarde le prix du baril de Brent, il est, au moment où je fais cette vidéo, à peu près à $100. Il est monté, il a fait un petit pic à 130, 140 $. On remarque quoi? On remarque que finalement en 2008 on avait eu un pic qui était même supérieur, que pendant des années là, de 2011 à 2014 on a vécu avec un baril qui était à 115 $, 110 $,
sans que le prix du carburant ne soit si élevé, et que même il avait chuté, voire fortement chuté évidemment en 2020, avant de remonter à cause des tensions liées à la guerre actuellement en Europe. Donc évidemment on peut faire un lien entre le coût de l'énergie et donc la capacité de l'économie à se développer, comme je le disais, donc le coût du pétrole en ce moment, mais il y a un indicateur qui lui mérite son intérêt parce qu'il a souvent été vrai. En fait, il n'y a qu'une fois où il n'a pas du tout été vrai, et surtout les 3 dernières fois, il s'est avéré totalement juste. Cet indicateur, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Alors cet indicateur est basé sur les obligations américaines, ce qu'on appelle couramment le trésor, et vous savez qu'il y a les bons, on va dire, à court terme, 2 ans, et les bons à plus long terme, 10 ans. Et donc, de manière traditionnelle, dans l'économie, si vous prêtez une somme sur un temps court, donc 2 ans, vous allez avoir un moins bon taux que si vous prêtez sur 10 ans. Donc si vous prêtez longtemps, vous aurez une rémunération supérieure à ce qui vous prêtez sur une période courte. Eh bien, il arrive quelquefois que cela s'inverse. C'est-à-dire que vous allez gagner plus d'argent si vous prêtez sur du court terme que si vous prêtez sur du long terme. Et ce n'est pas normal. Parce que ça veut dire tout simplement que lorsque la courbe des taux s'inverse, ça veut dire que les investisseurs ont peu confiance dans l'économie à court terme et donc ils demandent un taux qui est plus élevé pour placer l'argent à court terme et qui peut se retrouver, ce taux-là, à être supérieur au taux à long terme. Comme le dit ce site-là, lorsque les investisseurs se tournent vers les obligations du trésor à long terme, le rendement de ces obligations chute parce que ces derniers n'ont pas besoin d'un rendement aussi élevé pour attirer les investisseurs de base, parce qu'il est de notoriété publique qu'une obligation à long terme n'est pas très rentable. Donc les fonds et les investisseurs n'attendent pas des taux très élevés. Et comme le dit le site, par conséquent, la demande des bons du trésor à court terme diminue. Et donc ces derniers doivent leur offrir un rendement plus élevé pour attirer de nouveaux investisseurs. Donc il faut toujours imaginer qu'il y a un marché avec de l'offre et de la demande. Le rendement des obligations à court terme augmente plus rapidement que celui des obligations à long terme. Et donc cette fameuse courbe des taux s'inverse. Le site dit qu'en moyenne, les récessions durent 18 mois. Et de plus, c'est un phénomène qui est alimenté parce que, comme le redit le site, si les investisseurs pensent qu'une récession est imminente, alors ils vont prendre un investissement à court terme, donc ils vont éviter d'acheter des bons du trésor dont l'échéance est inférieure à 2 ans. 2 ans, c'est considéré comme étant plutôt long, enfin on commence à être dans le long, c'est pas du court terme. Du coup, ça entraîne une baisse de la demande des obligations à moins de 2 ans, et donc on propose des taux qui sont meilleurs pour attirer du monde, parce que ça a du mal à se vendre, et donc voilà la fameuse inversion de la courbe des taux. Cet indicateur, il faut comprendre qu'il a été développé par Campbell Harvey, c'est un professeur de l'université de Duke aux États-Unis, et en 1986, il a écrit sa thèse sur la capacité des courbes de rendement à prévoir les récessions. Et depuis qu'il a écrit son modèle, il a correctement prédit 7 récessions, dont 3 depuis sa publication. Et le problème, c'est qu'on a là au mois de mars les taux qui sont très proches et qui ont tendance à s'inverser. Vous comprenez bien que quand on remet tout ça en perspective, qu'on remet la situation de la France, la situation du monde, l'endettement des États, la question des ressources, la guerre, etc., cela fait beaucoup de choses à prendre en compte. Si vous voulez, la situation en 2018 était finalement déjà critique parce qu'on avait des États qui étaient très endettés, on avait de l'impression monétaire, mais on avait bien entendu pas du tout tous les problèmes qu'on a accumulés sur les 2-3 dernières années. Donc, il est assez probable, au regard de tous ces facteurs-là, qu'on va rentrer dans une récession, qu'on est peut-être déjà dans une récession dont on prendra conscience dans 6 mois ou dans 1 an, et que donc le fait que les ménages ont des dépenses contraintes qui sont beaucoup plus élevées qu'avant, donc elles vont dépenser moins d'argent dans, on va dire, l'économie traditionnelle, les profits, les bénéfices des entreprises vont diminuer, et donc probablement que la valorisation de ces entreprises va être touchée aussi de par la réduction tout simplement des dépenses. Et donc si les gens dépensent moins, les entreprises gagnent moins. Donc tout ça pour dire qu'au final, ce qui va être important dans la phase dans laquelle nous rentrons, ça va être de vous préparer. Alors, il faut comprendre aussi qu'une récession, de manière traditionnelle, on n'est pas tout à fait dans des conditions traditionnelles, mais de manière traditionnelle, une récession dure environ 1 an. C'est ce qu'on a observé sur les années précédentes, les récessions précédentes. Ça dure à peu près 1 an. Donc, à partir du moment où on sera officiellement en récession,
il faut prévoir à peu près une année avant que tout ça se remette d'équerre. Bon, sauf que, encore une fois, la situation est un petit peu particulière en ce moment, entre la guerre, la question climatique et la pandémie qui va peut-être en plus revenir. Donc tout ça rend la situation assez complexe. Ce que vous devez comprendre, comme l'expliquait Kondratiev et comme l'ont expliqué d'autres personnes, c'est qu'il y a des cycles économiques que nous allons traverser. Et que dans ces cycles économiques, il y a des actifs qui se comportent bien et il y a des actifs qui se comportent beaucoup moins bien. Ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ces questions-là, sur comment vous protéger de ces différents cycles, comment positionner votre patrimoine pour en profiter au maximum et avoir dans vos actifs, dans votre patrimoine, différentes classes, c'est-à-dire de ne pas tout être en action, de ne pas tout être en obligation, de ne pas tout avoir que sur l'immobilier, mais d'avoir un mix qui soit le plus équilibré possible entre ces classes d'actifs et d'autres pour vous permettre de traverser cela le plus tranquillement possible. Voilà, en conclusion, n'ayez pas peur de la récession parce que même dans une récession, finalement, il y a des secteurs qui se développent et d'autres qui périclitent. Cela fait partie de l'économie, de ce qu'on appelle ce qui est cher à Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créative et le fait que lors de récession, il y a des modèles ou des secteurs de l'économie qui se réduisent, voire disparaissent puisqu'ils ne sont plus adaptés et d'autres qui vont se redévelopper. Dans tous les cas, la grande force des sociétés humaines, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir aussi évoluer en fonction des nouvelles contraintes, des nouvelles situations. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer. Je pense qu'il y a largement des vidéos et des médias qui sont là pour ça. Au contraire, le but, c'est de vous dire qu'on a déjà vécu des récessions et beaucoup de récessions et que c'est tout à fait normal dans une économie de vivre des récessions. Cela fait partie des cycles. Une économie est toujours cyclique. Il y a toujours des phases d'expansion et des phases de contraction depuis la nuit des temps. Donc c'est tout à fait normal. Là, évidemment, il y a des petites incertitudes qui, je l'espère, vont petit à petit se résorber. Mais dans tous les cas, réfléchissez à ces cycles, comprenez-les, comprenez les actifs qu'il est adapté d'avoir à chaque fois pour pouvoir vous positionner du mieux possible, pouvoir bénéficier de l'inflation et non pas uniquement la subir. Il y a des méthodes pour faire ça et pouvoir ressortir gagnant de tout cela. Le problème, c'est que si vous êtes comme la plupart des gens, que vous avez juste un salaire, que vous n'avez peu ou pas d'investissement et que vous dépendez finalement de tout cela pour vivre et pour votre développement économique, et bien là, dans ces cas-là, vous avez peu d'armes et finalement, vous ne faites que subir. Donc, à contrario, si vous développez votre intelligence financière, si vous développez des formes d'investissement différentes, complémentaires, là, vous pouvez en tout cas maintenir, voire développer votre patrimoine, même pendant une récession. Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez à tout ça, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!